Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes en direct dans le ZCL et en direct sur Radio Haute Tension, en direct de KPSR. On vous salue tous. Si vous êtes encore à table, nous sommes jusqu'à 2 heures avec Mendy. Bonjour. Bonjour Zanik. Mendy sans que voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler théâtre tout à l'heure, puisque c'est le festival théâtre Cap Excellence, ce qu'on appelait avant Théâtre Zabim, il faut tout. On va parler avec deux spécialistes. D'abord, il dit qu'on perd le directeur, je ne vais pas dire le nouveau parce que ça va faire déjà 6 mois et là, le directeur du SONIS et M. Philippe Kalouda, qui est un comédien éminent, on le connaît. Plus tard, on parlera de psychologie avec Mina Yankamala qui viendra nous faire un petit topo sur les problèmes psychosociaux dans le travail. Et puis, comme d'habitude, nos chroniques habituelles, Coco Isabrico avec Jocelyne Nampri. Naïma Jacquet, c'est une jeune Guadeloupéenne, fille d'un musicien très connu. Elle vient tout à l'heure nous expliquer un peu ce qu'elle fait tout en étant lycéenne, le problème d'entreprise qu'elle a lancé. Et puis à la fin, la chronique culturelle, la chronique de la culture selon Martine, c'est avec Martine Fazer. C'est parti pour les titres du journal et c'est Mendy. Merci Danick et bonjour à tous. Voyons donc ce qui fait l'actualité en ce mercredi 3 mai 2017. Une déviation pas comme les autres, le ras-le-bol donc à Morne-à-l'Eau, les riverains ont décidé de dévier la route dans le sens Morne-à-l'Eau vers les abîmes. Entre une route démontée, des câbles à nu, des infiltrations d'eau, ils n'en peuvent plus. Et Jacques Martial a donc dressé un bilan après 2 ans d'exploitation. Il est revenu donc sur la fréquentation, mais également l'impact du Memorial Act sur le territoire local comme à l'international. Et on terminera avec ces images du World Creole Music Festival, c'était à la Dominique. Donc les Martiniquais, les Guadeloupéens et Caribéens, tout simplement, avaient tout simplement rendez-vous, c'était samedi dernier, pour un beau festival qui a duré à peu près 6 heures de spectacle. Nous le verrons donc en fin d'édition. Voilà, merci Mendy. Je vous l'ai dit, on va parler du Dominica Stadium, mais nous on va parler de festival de théâtre. Ça s'appelait avant Théâtre des Abîmes. Depuis 6 ans, c'est devenu Cap Excellence. C'est un Cap Excellence. C'est la 6e édition et c'est du 9 au 14. Ce sera un petit peu sur le territoire abîmé. Pour ça, on va recevoir le directeur de SONIS et Philippe Kalouda. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, quelle est l'optique de ce festival? Je posais la question d'abord au directeur. Écoutez, le festival Cap Excellence en théâtre, c'est un festival qui offre une vitrine au monde professionnel du théâtre en Guadeloupe, mais en même temps qui est une vitrine aussi qui permet à ceux et celles qui sortent d'ailleurs de venir récupérer, de chercher nos comédiens professionnels pour pouvoir les exporter. C'est une vitrine voulue par Cap Excellence sur l'ensemble de l'agglomération, puisque le festival se passe aussi bien sur Bémao que sur Pointe-à-Pitre et aussi bien sur les Abîmes. Donc voilà, c'est un festival d'agglomération avec une vocation professionnelle et qui se fait du 9 au 14 sur l'agglomération. Pas de thématique particulière cette année. La thématique de ce festival, c'est la quête d'un mieux-être. Qui est cette thématique, c'est à travers cet art, le théâtre, à travers ce miroir qu'est le théâtre, de nous retrouver, de nous chercher, de chercher le meilleur en nous et le meilleur aussi que nous pouvons montrer et donner. Donc c'est ça la thématique qui est le fil rouge de ce festival. Alors, parler de comédiens professionnels, on a avec nous Philippe Kalouda qu'on a reçu il n'y a pas longtemps pour une pièce. Alors Philippe, bonjour, merci d'être de nouveau avec nous. Alors, première chose, la pièce dont je parlais tout à l'heure va être rejouée. Oui, il va être rejoué, en Cronois va être rejoué pour la clôture du festival du Cap Excellence en théâtre qui se fait sur les Abîmes. Ce sera donc le 14. C'est le 14. Oui, le 14, le dimanche 14 à 20h. À Sonis ou aux Abîmes? Ce sera aux Abîmes, ce sera en plein air. Ce sera en plein air. En plein air. Oui, c'est-à-dire nous allons mettre quand même ce qu'il faut pour pouvoir jouer en plein air. Oui, ça va pas être trop compliqué? Je pense pas que ça va être compliqué parce que c'est une expérience quand même que Cap Excellence a déjà faite quand même, c'est-à-dire de créer cette boîte noire pour pouvoir jouer et transmettre ce spectacle. Non, ça va pas être compliqué. Avant de revenir sur le programme même du festival, j'aimerais bien, Philippe Kalouda, vous me disiez un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui un comédien guadeloupéen peut vivre de son art?
Est-ce qu'il Ou est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué, mais en même temps, je crois que bon, il y a plusieurs paramètres dans tout ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire uniquement du théâtre, mais je crois qu'on pourra aller aussi dans les écoles, donner des cours aussi, créer donner des ateliers aussi dans les écoles, ainsi créer des ateliers aussi avec un espace qu'on peut avoir aussi, réduit pas un grand espace, mais avoir un espace qu'on peut donner des cours aussi. Et effectivement, c'est-à-dire que nous grandissons, nous vieillissons, nous rajeunissons, c'est-à-dire il nous faut la relève aussi, parce qu'effectivement, il faut qu'on commence à donner, pas qu'on commence, on a déjà commencé à quand même donner des cours, c'est-à-dire rattraper des jeunes pour leur dire, parce que voilà, le théâtre, que c'est important d'entrer dedans, parce que je pense que sans le théâtre, il y a un petit problème. Alors, j'ai vu sur l'affiche que le parrain du festival, c'est Harry Cancel, qu'on connaît, c'est un jeune ancien, on peut dire, du théâtre guadeloupéen. Est-ce que le choix, je ne sais pas qui a fait le choix, c'est les C'est le comité de pilotage, bien sûr. Oui, alors, qu'est-ce qu'on attend d'Harry? Est-ce qu'il va jouer sur la sous-scène ou bien c'est seulement parrain qui a gagné? Alors, le Harry Cancel en tant que parrain, je crois que c'était nécessaire que la Guadeloupe et que la communauté d'agglomération reconnaissent l'œuvre de ce grand comédien. L'œuvre et le talent. De talent. Un excellent comédien aussi. Excellent comédien, metteur en scène, homme de talent. Et je crois que la vocation même de ce festival, c'est de montrer l'excellence que nous avons dans cet art. Et Harry Cancel a fait l'unanimité lorsque nous avons proposé en tant que parrain. C'est un professeur, c'est aussi parole d'Annex Subaru, c'est une vision sur le théâtre, c'est un ancrage aussi dans le théâtre, c'est une singularité sur le territoire. Et je crois que en tant que parrain, c'est donner justement la direction, cette nouvelle direction un petit peu à ce festival, et en même temps de l'ancrer, mais avec une ouverture sur le monde et une pensée qui est vraiment ancré dans le territoire guadeloupéen, mais aussi caribéen. Et je crois qu'il symbolisait bien sûr cette réussite qu'on a eue dans le théâtre à une époque où le théâtre de la Guadeloupe était vraiment au sommet de son art. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de comédiens, même Philippe, je dirais ce sont les petits-fils d'Harry et de d'autres de cette époque-là. Hein. Vous confirmez, Philippe? Ah si, je confirme, parce que nous avons travaillé énormément avec Harry Cancel, je dirais même, c'est-à-dire avec Arthur Lewis, à l'inversement, tout ce monde que je dirais qui quand même m'a encouragé dans cet art, parce que bon, quand j'ai débuté, bon, je prenais des cours comme ça, j'étais à l'MJC des Abîmes, et après je me suis dit, bon, il y a d'autres personnes aussi qui ont quand même cet art. Moi, ça fait des années que j'étais avec Harry Cancel, Arthur Lewis, à l'inversement. Voilà. Oui, ils ont façonné une génération de comédiens, et cette génération que nous avons, Esther Myrtil aussi. Voilà, donc, je crois que c'était nécessaire pour ce festival de rendre cet hommage à cet homme-là. En tant que parrain, je crois qu'il sera pratiquement pendant toute cette période de festival notre guide. Et on sera heureux de l'accueillir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, je continue avec Philippe Kalouda. Je demandais si on pouvait vivre de son art, mais vous parliez tout à l'heure, Philippe, de la relève. Alors, comment elle s'organise cette relève? Parce qu'on n'a pas encore d'école de théâtre en Guadeloupe. C'est ça qui manque peut-être. Ça manque. Est-ce que ça manque? Si ça manque. Je ne veux pas dire que ça manque pas, ça manque. Mais ça veut dire que comme il n'y a pas encore d'école, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne des cours. Moi, j'ai un espace aussi que je donne des cours aussi. Oui. Il y a d'autres espaces aussi qui existent aussi, comme Eddie Arnel qui donne des cours aussi. À Sonis. Et je crois qu'il y a une relève qui est là. Petit à petit, il n'y a pas une grosse relève pour le moment, mais au fur et à mesure, c'est-à-dire, ils arrivent et prennent des cours. Et je pense que bon, on aura cette relève d'ici quelques temps. Oui. Parce que nous avons de bons comédiens quand même, de bons jeunes. Il y a des jeunes, nous avons des jeunes là qui sont vraiment, ils sont dans le chemin qui nous fait plaisir, qui nous dit, bon, on sait qu'il y aura une relève. Oui. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, l'école de théâtre en tant qu'école peut-être n'existe pas, mais beaucoup d'ateliers de théâtre se font. À Sonis, nous avons quand même des ateliers de théâtre qui fonctionnent avec une population aussi bien jeune que moins jeune. Et je crois que le théâtre reprend sa place. C'est vrai que le théâtre, la danse, ce sont des arts les plus difficiles chez nous. On parlait de professionnalisation. Il y a des professionnels qui arrivent à vivre de ce métier-là. Eddie Arnel, c'est un professionnel. Dominique Bernard, c'est un professionnel. Esther Myrtil, c'est un professionnel. Et je crois que ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui, c'est de donner ces espaces de diffusion. Et le Cap Excellence en théâtre, c'est ça. On donne ces espaces de diffusion parce que c'est ce qui manque dans le territoire, c'est d'avoir des espaces de diffusion. Plus on a de diffusion, plus le comédien et tout ce qui est alentour, aussi bien le technicien, le metteur en scène, pourrait
pourrait vivre de ce métier-là. Moins il y a de diffusion, moins on peut vivre de ce métier. Et je crois que la volonté même du président de Cap Excellence, c'était de permettre à tous ces arts de trouver vraiment leur place, leur chemin et l'équilibrage dans le territoire et aussi bien au niveau de l'agglomération. Donc voilà un peu cette philosophie, cette vision que nous avons. Habituellement, ça s'est fait l'avant-dernière ou dernière édition, il y avait des comédiens extérieurs qui venaient des troupes. Alors est-ce que cette année encore, il y a des troupes extérieures? Bien sûr. Si je dois qualifier un peu le festival, le Cap Excellence en théâtre, c'est du 9 au 14 avec 4 temps forts. Nous avons les ateliers rencontres au niveau scolaire qui va se faire aussi bien sur le territoire des Abîmes que Bémaro et Pointe-à-Pitre. Nous avons les représentations scolaires qui va se faire aussi bien à Sonis et à Tarare. Et après, tout ce que nous avons en représentation grand public. Évidemment, le festival se retrouve sur les salles comme Sonis, Tarare, le MAC et le BIC aux Abîmes pour la clôture. Après, nous avons les rencontres professionnelles avec une thématique, comment travailler ensemble et vivre de son art. Donc vous voyez, cette problématique que nous mettons même au cœur de ce festival, c'est justement de chercher, de trouver les solutions qui permettraient à tout un chacun de vivre dans ce pays du théâtre, ou de la danse ou encore de la musique. Évidemment avec des pièces venant aussi bien de Paris. Par exemple, on aura Peau Noire Masque Blanc, qui est une adaptation de France Fanon avec Agnès Liens. On aura Luc Saint-Éloi qui vient avec une pièce Ceux et celles qui disent non à l'ombre. Et puis on aura une comédienne venant aussi de Côte d'Ivoire, Encre Noire qui sera là. Il faut voir, on a dit ça encore, il faut voir. C'est une pièce à voir, bien sûr. Esther Myrtil qui nous propose aussi 10 jours et Danse la vie. Eddie Arnel avec des lectures théâtralisées. On parle d'Alain Vespan. Alain Vespan aussi en lecture théâtralisée. Et aussi une pièce qui vient aussi de la Martinique qui s'appelle Ropso, qui est une histoire de deux personnages qui se retrouvent dans un aéroport en train de partir. C'est un peu en filigrane l'époque Bibidome, mais finalement l'avion n'est jamais parti. Je crois que nous avons su amalgamer dans cette programmation aussi bien de dramatique, mais aussi bien aussi un peu de burlesque pour pouvoir donner toutes les formes théâtrales qui existent et qui pourraient exister sur le territoire. Alors, je reviens vers Philippe Kaoda. Alors, on a observé depuis quelques années ce qu'on appelle des festivals du rire, un théâtre plus comique. Alors, j'ai eu l'impression, ça c'est une impression personnelle en tant que journaliste, que ce type de théâtre prenait le pas sur le reste. Oui. Il y avait plusieurs représentations, plusieurs festivals de ce type-là, que je ne veux pas du théâtre sérieux, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais enfin, je dis un théâtre beaucoup plus classique et beaucoup plus... du dramatique. Voilà. Oui, mais effectivement, ça dit... Comme il n'y avait pas, cette pièce, ces pièces qui jouaient comme on disait Harry Cancel, comme fait Harry Cancel ou Arthur Lewis. Et on s'est dit bon, écoute, qu'est-ce qui marche? On va faire un peu de show parce que bon, peut-être les gens sont stressés aussi, ils ont envie de rire, ils ont envie de vivre autre chose, parce que bon, on vit dans des circonstances des fois dramatiques ici ou bien ailleurs. Et on s'est dit bon, écoute, bon, on va jouer ça parce que moi, ça m'arrive aussi de faire ce qu'on appelle le show comique, le comique si on veut. Mais écoute, je dis cette année, je vais faire un peu de show comique, mais il y a quand même aussi, j'aime bien jouer le dramatique aussi. Alors je me suis dit, il faudrait qu'on commence à donner ça aussi au public aussi. Et il y a un public aussi pour ça aussi. Il y a un public uniquement pour le show comique. Il y a un public aussi qui vient dans cet espace aussi de dramatique qui est très bien. Justement, c'est la question que j'avais posée à Eddy Compère. Le public du festival Cap Excellence en théâtre, c'est un public jeune, c'est un public plus âgé. Quel type de public vous visez? Alors, parce que c'est Yoïka Koutéo là. Oui, bien sûr, mais je crois que tout un chacun pourra retrouver vraiment ses sensibilités et ses désirs dans cette programmation. C'est un public qui pourrait commencer depuis le plus petit, puisque nous avons Contacaz, par exemple, qui fait un théâtre vraiment scolaire pour les primaires, mais une pièce comme France Fanon pourrait aller aussi bien des jeunes et des moins jeunes. Je crois que ce qui est important, et ce que disait Philippe Kaoda, c'est de retrouver toutes les formes d'art en matière de théâtre dans ce festival.
À Moutati, La Dame de Fer, c'est un théâtre beaucoup plus burlesque que dramatique. En Cour Noire, c'est beaucoup plus dramatique. Ceux et celles qui disent non, c'est de l'art dramatique. Je crois que ce public, je pense qu'il peut partir de 7 à 77 ans. Le théâtre, c'est aussi bien les émotions, c'est aussi bien le rire, mais aussi bien des formes dramatiques. Je crois que nous avons toute cette panel dans ce festival-là. Donc le public aura à faire son choix. Alors le top départ, c'est le 9, c'est quoi? Avec quelle pièce? Alors le départ du festival, nous commençons déjà par ce qu'on appelle les ateliers rencontres. Oui. Du 9 au 11, c'est les ateliers rencontres avec les élèves aussi bien de Bainbridge, de Chevalier Saint-Georges. Et le top départ, le mercredi 10, nous avons la cérémonie d'ouverture de ce festival qui se fait à Saint-John-Perse, où les jardins de Saint-John-Perse sera pratiquement, ce sera la scène même de ce théâtre, avec un public qui se retrouve en face du bâtiment. Et puis à partir du 9, nous démarrons le programme. Le mercredi 10, c'est la cérémonie d'ouverture. Le jeudi 11, c'est aussi bien à Tharer qu'à Sonis. Alors nous avons fait une programmation qui commence dès 19h. Les gens pourront voir, le public pourra voir aussi bien les pièces de Tharer et après les pièces de Sonis, puisque les pièces de Sonis, ça en indifféré, c'est-à-dire voilà. Et avec des pièces venant de Paris, de la Guadeloupe bien sûr, de la Martinique et de Côte d'Ivoire. Dernière question, Philippe Kalouda, le Centre des Arts, ça vous manque? Tu sais, moi j'aime bien les petites formes. Oui. Les petites salles. Je crois que c'est beaucoup plus convivial. Il y a le Centre des Arts effectivement pour faire un grand show et tout, mais c'est pas que ça manque pas, mais ça dit moi j'ai toujours prôné pour les petites salles. Parce que je sais qu'on est avec le public, on est plus proche du public et je sens que le public reçoit ce spectacle-là beaucoup mieux que ce. Donc il peut rester gagné là, donc. Ça veut dire qu'il peut rester gagné là. Non, mais parce que c'est signe pour le bizarre. Là nous avons fait des grands quand même, il faut y venir. Mais ça dit et regardez, ça dit que pas les Centres des Arts là. Il arrive à créer autre chose, le CEDAC, etc. Voilà, et c'est très convivial, c'est très proche du public. Mais le Centre des Arts, bon, que ça soit là pour le moment, c'est bien qu'il soit ça là. Si je dois ajouter quelque chose, je pense qu'il est nécessaire pour le territoire même de Cap Excellence d'avoir toutes les formes de diffusion. Le Centre des Arts, c'est une diffusion beaucoup plus large, quand même, c'est une salle qui va tourner aux alentours de 1000 places. Et je pense qu'on a besoin d'avoir les petites salles, comme disait Philippe Kalouda, pour être en laboratoire et après passer justement dans la grande diffusion. Et je crois que le maillage de ce territoire au niveau de Cap Excellence, c'est une volonté du président de pouvoir permettre à toutes les formes artistiques de se retrouver. Parce que ce n'est pas l'ensemble des pièces qui pourront remplir un centre des arts. C'est clair. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir des salles comme Sonis, comme Tharer. Et déjà pour l'année prochaine, vous prévoyez quand même le centre des arts pour la 7e édition. Ben, le Centre des Arts est prévu... en 2020. On ne peut pas laisser dire cela, parce que les travaux s'activent et il est prévu que ce soit opérationnel aux alentours de janvier-février. On aura cette salle-là. Janvier-février de 2018. 2018. Bon, alors, c'est enregistré ce qu'on a dit. Non, mais bien sûr. Après, il peut avoir. Il y a des impondérables. Il peut avoir des impondérables que nous ne maîtrisons pas. Enfin, souhaitons qu'en 2018, ça soit opérationnel. Tout le monde le souhaite. Moi aussi, Philippe aussi. Même si on aimait petite salle, mais enfin, à Dongan, ça oui, mais à Dongan, ça vient aussi. Mais je dois ajouter que c'est une volonté, cette volonté-là du président de Cap Excellence Éric Jalton, elle est là, puisque regardons déjà l'ensemble des équipements culturels que nous avons déjà professionnels. Et donc je crois que cette volonté, le président et l'équipe alentour se bat pour avoir cette salle-là pour 2018. Maintenant, les impondérables ne pourront pas maîtriser. On le souhaite. En tout cas, on vous donne rendez-vous tous ces jours, c'est à partir du 9 jusqu'au 14 pour théâtre Cap Excellence en théâtre. On aura l'occasion peut-être de vous revoir et voir, j'ai demandé, voir Harry Cancel. Le parrain sera présent chez toi. Le parrain sera présent chez toi. Et n'oublie pas, en Croix Noire, le 14, dimanche 14, la clôture, 20h. 20h. Ça ne pas rater parmi les autres. Je voudrais juste rajouter que toujours dans les formes théâtrales, de ne pas oublier
oublier que sous l'esplanade de Sonis, le samedi, on aura une déambulation de spectacle de rue, et ça sera gratuit pour le public. Donc, vous voyez, toutes les formes sont réunies. Bon. Voilà, 12h55, on a le temps avec Mendy de développer au moins 2 titres de l'actualité avant la pause publicitaire. Oui, et commençons avec ce ras-le-bol des riverains de Morne-à-l'Eau. Ils ont donc décidé de dévier la route dans le sens Morne-à-l'Eau-Abîme entre une route démontée, des câbles à nu ou encore des infiltrations d'eau. Je propose d'écouter tout de suite les propos de ces riverains recueillis par Michel Héraclide. Nous levons gaou le beau matin là pas d'avoir que situation à secteur là, à la serre, haut la serre, bas la serre, à dans une situation depuis quelques temps, depuis quelques années, en très mauvais état. L'état des routes, il n'est pas bon. À côté à route là, pour tout trois pour tout le monde marcher, pani inexistant en deuxième partie à route là. Bref, nous avons trouvé dans une situation qui vraiment pas bon. Ajouter à ça un chantier qui n'est là, qui a fait case en société. Et il y a l'impression qu'il y a fait du n'importe quoi, pas ni respect à délai à chantier là ça, chimé là démonté, tif à Casamoun, poussière, Timoun qui a tombé malade. Bref, il y a une série d'habitants qui a fait quelque chose là, nous sommes obligés de les végaouler et crier les gens qui sont responsables à nous, on peut dire ça comme ça, et demander au compte qu'il a passé là comme ça parce que nous ne pouvons pas comprendre. L'appli a tombé de l'eau quand on entre à Casamoun, vieux moun ne peut pas ouvrir portail la journée. Bref, nous avons un problème là, donc je là nous voulons savoir qu'il a passé là. Ce matin, nous avons un souci sur la serre. Les riverains ont bloqué le rond-point du lycée, Gerty Archimède, protestant contre les problèmes qui se trouvent sur cette route à la fois nationale et départementale, la route de la Serre, l'ancienne route. Donc nous sommes présents. J'espère que très rapidement dans la matinée, j'aurai avec moi le responsable de route de Guadeloupe, avec l'entreprise qui met en place ces travaux depuis un certain temps pour essayer de régler très rapidement le problème qui se pose au niveau de la serre. C'est un problème parce qu'effectivement, il y a eu une première tranche de travaux pour l'assainissement. Ensuite, il fallait refaire les travaux pour le CIMEC, pour l'électricité. Donc, ça a posé un problème et ça dure depuis un certain temps. Donc, j'ai appelé ce matin très tôt les responsables des travaux. J'ai appelé route de Guadeloupe et moi-même, en tant que maire de la commune, sur le territoire communal, je veux participer à cette réunion ce matin pour régler définitivement ce problème. On part à nouveau à Paris et la question est la suivante. Quelle est donc la place des Outre-mer au sein de la foire de Paris qui se déroule donc, vous le savez, jusqu'au 8 mai? Une question qui a été posée donc à la directrice de cette manifestation. Un reportage signé Maurice Essi, notre correspondant à Paris. Les Outre-mer sont extrêmement importants pour moi sur la foire de Paris, à la fois parce que c'est une âme de cœur, sur foire de Paris, les Outre-mer, c'est à la fois un poumon, c'est l'âme, c'est la festivité, c'est la représentativité de toutes les régions de France, et y compris celles qui sont éloignées en termes de kilomètres, et donc ça nous rapproche. Et puis aussi c'est pour les visiteurs, à la fois les métropolitains, l'opportunité de découvrir ces régions d'Outre-mer et d'avoir envie d'y aller. Moi j'ai eu la chance aussi en novembre dernier d'aller à la découverte des Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane notamment. Et puis c'est aussi pour les Outre-mer et les ultramarins qui vivent maintenant en métropole. C'est le rendez-vous de l'année où on peut tous se retrouver et puis retrouver aussi ces produits des îles, des Antilles et les retrouver sur Paris. Déjà il y a des super produits. Voilà, les exposants viennent avec de l'artisanat qui est magnifique, qui est incroyable. Et puis c'est aussi parce que c'est une vraie ambiance. Il y a de la festivité, il y a le sens de la fête, il y a le sens de l'animation. J'ai vu tout à l'heure, il y a eu un superbe défilé. Donc c'est aussi l'opportunité de découvrir le textile, la créativité, les créateurs des Outre-mer qui sont parfois trop méconnus. Et je trouve que sur une foire de Paris, c'est l'occasion de rendre hommage à l'artisanat et à la créativité des Outre-mer. On parlait de notion de distance, on a vraiment envie de savoir comment ça se passe.
il faut organiser la foire de Paris, il y a cette distance qui nous sépare de l'Hexagone. Comment ça se passe concrètement avec les présidents de chambre, avec les exposants? Comment ça se passe? Vous êtes en contact? Là, ça va se terminer dans quelques jours. Tout de suite, il va falloir remettre ça pour l'année prochaine. On essaye en effet de discuter le plus en amont possible sur la participation de l'année d'après pour qu'on anticipe une vraie belle participation. Je sais que c'est un gros temps de travail pour chacune des équipes. Je mesure l'investissement que c'est. Et moi, ce que j'essaye de faire chaque année, c'est d'être aidante, d'imaginer des projets qui vont à la fois permettre de faciliter la participation, d'avoir par exemple des partenariats avec des compagnies aériennes ou du fret pour essayer de réduire les coûts de participation. Mais c'est aussi d'imaginer des animations qui vont pouvoir mettre à l'honneur les Outre-mer. Donc par exemple cette année, la journée de la gastronomie créole qui va vraiment nous permettre de découvrir dans nos papilles gustatives toute la richesse de la gastronomie créole. Il est pile 13h, l'heure donc de marquer une courte page de publicité. Restez à l'écoute de votre radio RHT Guadeloupe et bien sûr sur Canal 10. À tout de suite. Bonjour à tous, si vous prenez l'antenne en ce moment, vous êtes dans le ZCL sur Canal 10 et en même temps en direct sur RHT Radio Haute Tension 89.8 et 93.8. Alors voilà, je vais vous dire, on va recevoir aujourd'hui pour sa première notre nouvelle chroniqueuse de psychologie, mais avant de revenir vers Mina Yankamala qu'on va vous présenter, tout de suite le rappel des titres avec Mendy. Et on vient de le voir en première partie, le ras-de-bol donc à Morne-à-l'Eau. Les riverains ont donc décidé de dévier la route dans le sens de Morne-à-l'Eau-Abîme. Entre une route démontée, des câbles à nu ou encore des infiltrations d'eau, ils ont décidé donc de pousser un cri de colère. Et Jacques Martial a dressé un bilan après environ 2 ans d'exploitation. Il est revenu sur la fréquentation mais également l'impact du Memorial Act sur le territoire local comme à l'international. Et enfin, nous le verrons, après le World Creole Music Festival, la Dominique lance le Raga Creole Festival. Les Martiniquais ou les Guadeloupéens ou tout simplement les Caribéens avaient donc rendez-vous samedi dernier pour près de 6 heures de spectacle. Merci donc à Mendy. Je vous l'ai dit, nous recevons pour la première aujourd'hui Mina Yankamala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, maître praticienne en PNL. Vous faites aussi de la médecine ayurvédique, puisque vous étiez déjà venu ici en parler. Qu'est-ce qu'une neuropsychologue ? Alors, une neuropsychologue, donc c'est tout d'abord une psychologue clinicienne qui est spécialisée en neuropsychologie au titre d'un master de psychologie avec une spécialité d'une année en neuropsychologie. Mais alors, quelle est la différence entre un neuropsychologue et un psychologue sans neuro ? Il s'agit en fait d'outils supplémentaires qui permettent de comprendre le fonctionnement du cerveau. Oui. Et que ce soit pour un fonctionnement normal avec la mémoire, oui, mais aussi des pathologies qui touchent tout type de public. Donc ça peut être les enfants avec la dyslexie, des adultes avec la dépression ou la schizophrénie, ou encore des personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer. Est-ce que l'aphasie, c'est une des causes, on peut dire une des pathologies que vous traitez la psycho, l'aphasie, dans la perte subite de parole? Oui, donc l'aphasie, c'est la perte du langage. Du langage, oui. Et un neuropsychologue est totalement habilité pour prendre en charge l'aphasie. Alors, dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quand le travail d'étude, puisque c'est la première intervention qu'on ferait, pourquoi une chronique psychologique? Qu'est-ce que vous pensez apporter aux téléspectateurs et aux auditeurs qui vous regardent et qui vous entendront? Alors, une chronique sur la santé et la psychologie pour informer la population sur le fonctionnement psychologique et qui peuvent leur être utiles dans la vie de tous les jours. Alors, première chronique aujourd'hui, les risques psychosociaux quand le travail détruit. Alors, comment on peut comprendre ça quand le travail détruit ? Quand le travail détruit, donc le travail
a vocation à nous fournir le pain quotidien, comme on dit, mais quand l'organisation de travail dysfonctionne, donc ce sont les agents qui peuvent en pâtir et détruire leur santé physique ou mentale. Alors c'est fini l'histoire du travail en bénilhomme, il ne faut plus dire ça. C'est un idéal auquel on aspire tous, hein, que l'individu puisse s'épanouir au travail. Alors, quels sont les risques réellement, justement, du travail? À quel moment le travail détruit? À quel moment la balance penche dans le mauvais sens? Donc, parmi les risques psychosociaux, on peut trouver le stress au travail. On peut aussi trouver, dans des cas plus extrêmes, des agressions physiques ou verbales. Mais aussi des comportements de harcèlement moral, voire de harcèlement sexuel, qui peuvent aboutir à des actes dramatiques de suicide. Effectivement, c'est arrivé à Orange en France il y a quelques années où les gens se suicidaient. Guillaume, alors, ces risques psychosociaux, est-ce que la psychologue ou le psychologue, comment il intervient là-dessus? C'est quand les gens viennent porter plainte, vous dire, bon voilà, mon patron m'embête, ou bien tel salarié est toujours en train de regarder les parties de mon corps. À quel moment vous intervenez? L'intervention peut être de multiples ordres, soit à la demande de l'agent, quand il y a une cellule psychologique qui est mise en place au sein de l'établissement. Oui, mais ça, c'est les grands établissements. Oui, mais on peut quand même trouver un accès qui est facilité pour pouvoir rencontrer le psychologue du travail. Ou donc ça peut être une démarche aussi de la personne d'aller voir un psychologue donc à l'extérieur. Alors prenons le cas de ce qu'on appelle le harcèlement moral. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le harcèlement moral, donc c'est une forme de violence qui est punie par la loi. Le code pénal justement définit ce harcèlement moral au travail comme des agissements répétés qui ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors, vous avez dit, Mina, que le harcèlement moral il est sanctionné par la loi. Oui, tout à fait. Donc il y a justement un article du Code pénal, l'article 222-33-2 du Code pénal, où le harceleur est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Il y a aussi des sanctions disciplinaires et le versement de dommages et intérêts qui ont quand même pour effet de permettre à la victime de se reconstruire. Mais alors, à quel moment, bon ça c'est pour le harceleur, mais le harcelé ou la harcelée, comment, en dehors de la justice, du droit, cette personne peut se reconstruire et essayer de retrouver un équilibre si tant est l'équilibre avait été perdu? Donc, il est quand même à préciser qu'il est difficile en pratique de rassembler des preuves du harcèlement moral. Toutefois, la personne qui est victime de brimades ou d'humiliation, donc répétée dans le travail, cette personne vit dans l'angoisse et se pose diverses questions qui peuvent prendre la forme de qu'est-ce que je vais devenir si rien ne change dans le travail, qu'est-ce qui va m'arriver si je perds mon travail. Donc le recours à un psychologue peut venir compléter une demande en justice. Oui. Donc ce sera tout d'abord de comprendre les causes de la souffrance au travail, oui, puisqu'il y a des
prédisposition entre... Mais ça se fait sous forme d'entretien entre le psy et la personne harcelée, dans le cadre même du travail ou hors du cadre? Comment ça se passe? Donc ce serait plus hors du cadre de travail pour préserver la confidentialité des éléments qui seront... Parce qu'on dit souvent que quand vous êtes harcelé sur un lieu de travail, vous ne pouvez plus travailler avec les gens qui vous ont harcelé. Justement, là, tout est le défi de donner des ressources à cet agent pour qu'il puisse retrouver le contrôle dans tous ces domaines de vie. Oui. Et donc, on parlait de neuropsycho, la neurolinguistique. Alors, qu'est-ce que ça aide? Comment ça peut créer une relation entre la confiance avec les autres? Comment vous agissez à ce niveau-là, en tant que psy? La programmation, en fait, programmation neurolinguistique, c'est le terme. La programmation neurolinguistique est une méthode de communication qui est très puissante et qui permet d'atteindre l'excellence dans tous les domaines de vie. C'est particulièrement efficace parce qu'il est possible de construire de bonnes relations au travail, même avec des personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité. Il existe donc 3 étapes pour favoriser des relations de respect et de compréhension mutuelle. Oui. Donc, ces 3 étapes sont la synchronisation, la calibration et la conduite. C'est le psychologue qui détermine ces étapes, bien sûr, pour cette programmation. Ce sont des techniques de programmation neurolinguistique. Alors, la première étape, comment elle s'organise, comment ça se met en place? La première étape de synchronisation. Oui. Se synchroniser veut dire que l'on fait la même chose en même temps. Donc ça signifie que l'on peut hocher la tête en même temps, respirer au même rythme. C'est-à-dire entre le psy et le patient, c'est ça? Oui, mais ça peut être pratiqué par tout un chacun au quotidien. Donc ça peut être de remuer le pied en même temps, de reproduire la posture générale et plus précisément la colonne vertébrale. Et donc cette deuxième étape, comment elle s'organise? Cette deuxième étape que l'on appelle la calibration consiste à observer tous les comportements de l'autre. Donc tout d'abord, au niveau visuel, ce sera avec la posture du corps, c'est-à-dire qu'on observe les gestes, les mimiques, la coloration de la peau. Oui. Au niveau auditif, donc ce sera la voix, le rythme de la phrase, les mots utilisés. Et enfin, au niveau émotionnel, donc la transpiration, par exemple, indiquera si la personne est stressée. Et donc, c'est vous, en tant que psy, vous décodez tout ça, en fait? Oui, la psychologue formée à la programmation neurolinguistique donc interprète chacune de ces étapes. Alors, on entre dans la dernière étape, c'est s'ouvrir, s'accepter à l'autre, c'est ça. On est passé de la synchronisation à la calibration, puis maintenant, il faut s'ouvrir à l'autre. Comment on impulse ce mouvement? Donc effectivement, la conduite est la troisième étape pour créer une relation de confiance avec les autres. Et cette bonne relation, elle s'apprécie si on a su créer une acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre. Donc cela se voit si on arrive à faire l'interlocuteur à baisser nos tons, se calmer, parler d'autre chose. Donc quelqu'un qui est en colère, donc il faut avoir un même ton en colère
et arriver progressivement à calmer la personne. Ça fonctionne? Oui, totalement. Il faudrait que je vois ça. Alors, dans le cas il y a d'autres outils, dans le cadre même des violences conjugales, on en parle beaucoup en Guadeloupe, ça va quelquefois jusqu'au meurtre. Est-ce que vous arrivez à interpréter tous les mouvements dans un couple ouvert un patient en termes de programmation neurolinguistique? Donc la création d'une relation de confiance, donc c'est une première technique, et une deuxième technique est portée par l'identification de la signification des mouvements des yeux. Et donc nous sommes tous obligés de bouger nos yeux pour aller chercher des informations dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on cherche quelque chose, on ferme les yeux pour pouvoir avoir accès au cerveau. C'est la clé d'ouverture, c'est ça? Pour justement retrouver ces informations, donc on a besoin d'aller, de bouger les yeux comme ça. Mais alors, ça signifie, Mina, qu'un aveugle n'a pas cette possibilité? Il a ces capacités-là, mais avec la cécité, il a développé d'autres mécanismes de compensation. Oui, quelquefois. Oui. D'accord. Ok, alors... Donc une personne droitière regardera à gauche pour rechercher des souvenirs passés, et à droite pour des événements qui ne se sont pas encore produits. Ah d'accord, alors à gauche c'est pour le passé, à droite c'est pour l'avenir? Pour le futur. D'accord. Tout à fait. Bon, je ne savais pas. Alors, dernier point qu'on va voir, c'est les techniques psychologiques pour établir, pour créer une relation de confiance et pour comprendre la situation du mouvement des yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mina? Donc effectivement, on peut faire la différence entre le discours des personnes visuelles, des personnes auditives et des personnes dites émotionnelles. Oui. Donc les personnes visuelles vont utiliser des mots comme voir, regarder, ressentir, peindre, s'éclaire. Donc tout le discours qui a trait à la vision. Oui. Les personnes auditives vont employer des mots comme dialoguer, entendre, grincer, hurler, répéter. Et les émotionnels utiliseront des expressions comme garder le contact, être transporté de joie. D'accord. Donc avec ces trois techniques, tout un chacun un panel de clés pour pouvoir être heureux au travail et dans d'autres aspects de la vie. On espère en tout cas que les téléspectateurs et les auditeurs ont bien compris tout cela. Si vous avez raté le début de cette chronique sur les risques psychosociaux quand le travail détruit de Mina Yankamala, vous avez la possibilité, le www.zcl.tv, et bien évidemment vous verrez ça sur le Facebook aussi de Mina qu'on va retrouver dans une quinzaine de jours. En tout cas, merci Mina, il est 13h23. On revient à des choses plus simples, plus pratiques. C'est l'actualité du jour avec Mandy. Et oui, donc je vous le disais en titre, une statuette symbolisant le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe a été décernée, vous le savez, au Memorial Act. C'était donc le 25 avril dernier. Une œuvre donc de l'artiste Juan Miro qui va donc trôner au sein de l'exposition pendant à peu près un an. Et bien cette même occasion, le président donc du Centre caribéen d'expression et de mémoire, je parle de monsieur Jacques Martial, a donc dressé un bilan après environ 2 ans d'exploitation. Il est revenu sur la fréquentation donc du MAC, mais également donc de son impact sur le territoire local comme à l'international. Un reportage signé Maxime Morel.
Les critères sont nombreux. Il y a la pertinence du lieu, l'architecture bien sûr qui importe, le projet scientifique qui est essentiel, également la relation, comment le lieu travaille avec son environnement, avec le public, sa manière d'accueillir le public, sa manière de travailler avec et pour ce public. Il y a un premier juré qui se déplace, que nous avons accueilli. Nous lui avons fait la visite officielle protocolaire, voilà, de fond en comble. Et lorsque ce jury revient, il fait un rapport et si il pense que ce musée peut potentiellement, ce lieu peut potentiellement obtenir le prix, il y a un second jury qui se déplace, mais cette fois-ci de manière incognito et qui visite à nouveau en tant que public le lieu et qui fait son rapport. Et ce sont toutes ces étapes que nous avons franchies et qui se retrouvent aujourd'hui à travers la femme au beau sein. Beaucoup de satisfaction en termes de chiffres, ce sont 107 000, un peu plus de 107 000 visiteurs qui sont venus au Memorial Act. Ce sont 15 000 visiteurs qui ont visité le centre de généalogie. Ce sont des manifestations, ce sont des colloques, des débats, ce sont aussi des activités commerciales puisque c'est important pour consolider les ressources de l'établissement. Voilà, c'est une belle année. En termes de perspective également, nous venons de terminer l'exposition Échos imprévus. Nous préparons la reprise d'Arboussier au cœur des migrations, qui sera présentée à nouveau au public pendant les vacances, juillet-août. Également qui donne l'occasion de notre première collaboration avec le Centro León de la République dominicaine. Et puis, bien sûr, l'exposition Glissant Garcia Marquez, Solitude et Relations. Et on continue avec le lycée Boc-Calmé par l'intermédiaire de ses étudiants de BTS Communication ainsi que de leurs professeurs qui ont donc obtenu le premier prix dans la catégorie Jeunes Pousses suite à leur participation au concours Tous en scène. Plus de 350 lycéens de France et d'outre-mer ont pris part à ce concours, mais compte tenu donc de la qualité du travail réalisé, les organisateurs ont tenu à venir donc remettre le prix en personne donc à ces étudiants. Une remise de prix donc qui a eu lieu hier après-midi dans l'hémicycle de la mairie de Pointe-à-Pitre en présence donc de Christian Grappin qui est le directeur de Tremplin Études Handicap Entreprise. On fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arcel. Alors venir ici en Guadeloupe remettre le prix à ces lauréates du lycée Boc-Calmé, c'est d'abord reconnaître l'engagement du lycée. Cela fait déjà 2 ans que le lycée présente plusieurs films à chaque édition. Donc pour moi c'est un honneur de venir rencontrer les instigateurs et les instigatrices de cette grande mobilisation. Deuxièmement, c'est aussi un honneur de venir récompenser les lauréates. Vous avez vu le film, c'est un film qui est extraordinaire, qui est fait avec les moyens du lycée, qui est fait par 2 étudiantes et qui arrive à nous émouvoir sur ce handicap particulier qui est le handicap psychique et ce handicap encore plus particulier qui est la schizophrénie. Donc venir ici, c'est aussi rendre hommage à ce travail, à cette idée, à ce film. Et c'est pas parce que les étudiantes n'ont pas pu venir qu'on ne peut pas venir vers elles et venir aussi vers tous les représentants du lycée. C'est une belle opportunité justement d'amplifier le mouvement et je serais très heureux d'ailleurs que le lycée Boc-Calmé soit un peu l'ambassadeur de Tous en scène dans les Caraïbes. J'ai imposé un thème, handicap équitation. Je voulais qu'ils parlent des chevaux. Donc après elles ont écrit leur scénario toutes seules et elles ont fait le montage. Donc vraiment, elles ont été autonomes dans le projet. Ça, c'est une bonne chose, travailler en autonomie. Donc elles ont travaillé en moins de mois quand même. Hein. Voilà, le temps d'écrire le scénario, de faire le montage. Le montage, ça peut prendre du temps parce qu'en fait, elles n'ont pas que ça à faire, mais en fait, le cinéma, c'est une passion.
Donc quand on aime la vidéo, donc je pense qu'on travaille les jours fériés, on travaille les dimanches et samedi après-midi. Donc au lieu d'aller s'amuser, elles ont préféré travailler et faire le montage. On a beaucoup travaillé sur le film. On ne s'attendait pas forcément à avoir tout ça autour de nous et ça a été une grande surprise. Ça a été du travail parce qu'au final on n'avait jamais fait de montage vidéo, on n'avait jamais fait on s'est révélé des actrices, voilà, toutes les deux. On a essayé du moins de traiter de ce sujet-là au maximum correctement parce qu'au final on pouvait très vite déraper dans le cliché. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas forcément faire. Donc c'est une maladie qu'on connaît toutes les deux. On a des personnes de notre famille atteintes de cette maladie-là et on voulait en parler comme ça. Donc c'est vraiment un honneur et d'être gratifié aujourd'hui par Tous Ensemble. 13h30, on marque cette deuxième page publicitaire. On retrouvera tout à l'heure Martine Fazer, évidemment, Jocelyne Nampry et également notre dernière invitée, Naïma Jacquet. A tout de suite. Il n'y a pas d'image. Voilà, c'est parti. Il est 13h34 dans le ZCL. Retour donc à l'actualité rapidement. Mendy, deux petits titres. Qu'est-ce qui a fait l'actualité aujourd'hui? Morne-à-l'eau surtout? Oui, voilà, effectivement. Les riverains de Morne-à-l'eau ont décidé de faire une déviation puisque entre une route démontée, des câbles à nu et des infiltrations d'eau, ils ont donc décidé de barrer cette route qui nous mène donc vers les abîmes au départ de Morne-à-l'eau. Et puis, on vient de voir également le bilan du Memorial Act après 2 ans d'exploitation. Voilà, on va recevoir donc une jeune, Naïma. Elle a été chanteuse très jeune. Je ne sais même pas à quel âge, Mina, bonjour. Depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans, elle chante. Elle s'appelle Mina Jacquet. Son père est musicien. Et elle a fait combien d'albums déjà? J'ai eu l'occasion de faire un album et un single. Un single. Et elle a participé à La Voix, je crois. J'ai déjà eu la possibilité de participer à de nombreux concours en France. The Voice, non? The Voice Kids, oui. Et pas The Voice encore. On n'a pas encore testé, mais pourquoi pas plus tard. Bien, alors elle n'est pas venue aujourd'hui pour parler des chansons, puisque l'actualité des chansons ce sera plus tard. Naïma, elle est au lycée, elle prépare son bac, elle est à Charles-Coueffin, et là, vous avez monté une petite entreprise dans le cadre d'entreprendre au lycée. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Naïma? Donc, exactement, nous participons au concours Entreprendre en lycée, dont le but est de créer une mini-entreprise qui a débuté en novembre. Donc, notre mini-entreprise s'appelle Copobio, et ce concours se fait à l'échelle de toute l'académie de la Guadeloupe. On a eu plusieurs stages de performance parce qu'on a dû apprendre à entreprendre, on a dû faire un business plan et aussi à faire face à l'ensemble des étapes de la création d'une mini-entreprise. Et donc, Copobio propose à ses clients des tables basses, deux types de tables, une palette de bois bambou et une bambou et vitre en verre, avec des objets de décoration en bambou et palette de bois. Uniquement du bambou, c'est du bio, uniquement du bio, c'est ça? Exactement, car on a voulu vraiment faire rester dans un esprit une image de réalisation, de développement durable et de recyclage. Et c'est vraiment ce qu'on voulait faire passer comme message en plus de notre création de mini-entreprise. Alors, vous êtes combien dans cette mini-entreprise? Alors, dans cette mini-entreprise, on est 5 et 5 jeunes filles, attention, et nous réalisons personnellement chaque objet. C'est vous-même qui travaillez, qui coupez le bois, qui signez? C'est nous-mêmes qui réalisons. D'ailleurs, les images, on en parlait aussi, oui. Car on peut nous voir directement en production, en train de poncer, en train de faire les petits clous, de clouer plusieurs fois. Et donc, cela a été fait réaliser personnellement par nous, car on est accompagné par 2 parrains, Monsieur Barbin et Monsieur Fazer. Et ils nous ont très bien... Fazer, hein? Monsieur Fazer, exactement. Artisan en bambou et un artisan en bois. Qui font partie aussi de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui sont l'un des premiers partenaires de la mini-entreprise Copobio. Alors, Naïma, ce week-end, je pense que vous allez essayer de vendre ce que vous avez entrepris. Exactement. Donc, on a déjà fait
première exposition vente au Salon du Jardin et de l'Aménagement. Et nous avons une grande exposition organisée par le concours où vous allez retrouver l'ensemble des 18 mini-entreprises. Et donc, il y aura bien sûr la mini-entreprise Copobio, qu'il faut bien, je demande bien retenir parce qu'il y aura plein de mini-entreprises. Et c'est la mini-entreprise Copobio qui est venue à votre rencontre pour pouvoir venir acheter l'ensemble de ces produits. Ça veut dire, Naïma, que les autres sont un petit peu jaloux. Ils disent, ouais, Naïma, il peut passer à la télé dans le ZCL et pas nous. Non, pas du tout. Mais déjà, je voudrais signaler que Canal 10 a été l'une des premières télés à recevoir la mini-entreprise Copobio. Donc, c'est normal que ça soit l'une des premières à avoir l'information de cette exposition. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Et donc, c'est pour cela que nous sommes des jeunes filles entreprenantes et c'est totalement normal que l'on axe notre communication vers les médias et les médias qui sont ouverts avec nous, comme Canal 10. J'ai rien d'autre à dire, sinon demander ce qui est devant nous là, c'est quoi exactement? Alors, j'ai ramené bien sûr une de nos réalisations en 3 exemplaires. Donc, c'est un pot en bambou où on a la possibilité de pouvoir mettre des stylos. Je peux mettre mon stylo dedans? Si tu veux, tu peux le mettre, tu peux même voir si ça coule pas en bas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de trou. Et surtout, ça va se maintenir très longtemps. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'on encourage les gens, c'est un produit fiable et durable. Bien, Naïma, on vous remercie. On prend rendez-vous avec la clientèle potentielle quand? Exactement, donc le 6 mai, au centre commercial de Destreland de 8h30 à 15h. Et n'oubliez pas de voter pour la mini-entreprise sur le site Entreprendre dans le lycée, la mini-entreprise Copobio. Juste un point de détail, les produits sont chers? Non, la devise de Copobio, c'est attrayant, innovant et bon plan. C'est fait. Alors, on va vous retrouver dans quelque temps, Naïma, mais pour les musiques, ce sera une autre fois. C'est après le bac? Avec grand plaisir, effectivement. Merci d'être venu. Il est exactement déjà 13h40 et on attaque tout de suite le coco et les abricots. On sort du coco bio pour passer au coco et les abricots. Tout de suite, générique, et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le ZCL et dans Coco et Abricots, comme d'habitude. Je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de la RHT. Qu'est-ce que vous allez nous vendre? Eh bien, aujourd'hui, je vends rien. Je vends rien, pas ma chambre. C'est Martine qui vend, là. Aujourd'hui, je présente un sport qui est intéressant, que j'ai découvert aussi et que je voudrais faire découvrir aux téléspectateurs de Guadeloupe, le trail. Je ne sais pas si je le dis bien, avec un accent. Trail. Oh, trail. Donc, c'est une course qui se déroule en nature, des fois en milieu hostile, comme quelqu'un me l'a si bien dit, et totalement, soit en semi-autonomie, soit en autonomie totale. C'est-à-dire en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'il y a un ravitaillement tous les 10 ou 15 km. Combien de kilomètres? Le trail, on peut parler de trail, de trail à partir de 40 et quelques kilomètres de distance. C'est presque un marathon. Voilà, c'est presque un marathon. Ensuite, il y a les trails courts qui peuvent aller jusqu'à 20 et quelques kilomètres, ou bien de 20 jusqu'à 30 et quelques kilomètres. Et ensuite, il y a les trails longs qui dépassent les 40 kilomètres et les ultra-trails de 80 kilomètres jusqu'à 250. Ne me dites pas que vous faites des trails, je ne veux pas vous croire. Voilà. Lors de la manifestation. Vous avez le t-shirt, d'accord, ok. Donc, avoir le t-shirt, en général, le t-shirt de trail, il est plein de transpiration. Non, mais tout le monde le sait bien quand même. Il faut être très sportif et aguerri pour pouvoir faire un trail. Physiquement, il faut être prêt pour ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert cette activité lors de Trail Mountain, qui est organisée par l'association Céréales. C'était 32 km quand même, ce n'est pas peu dire, 32 km. Et donc, ils ont traversé des rivières, la rivière de prise d'eau, ils ont fait la montagne, et c'était quelque chose. Et les gens, après cette pénibilité, revenaient ravis de s'être redonné autant de mal. C'est dur, ça, 32 km. Mais oui, c'est dur, parce que quand c'est en montagne comme ça, donc on peut dire que la distance est quasiment doublée, parce qu'il y a des nivellations, et ils le font. Et c'est vrai que le système du trail, c'est vraiment de courir
en nature, que ce soit en montagne, que ce soit dans le désert, mais vraiment en nature, dans des chemins balisés, mais non motorisés. C'est-à-dire qu'une voiture, aucun véhicule ne peut passer. C'est ça le principe. Pour rappel quand même, parce qu'on parle de trail, mais il faudrait savoir l'origine du trail. L'origine du trail, ça remonte au XIe siècle, avec le roi Malcolm III d'Écosse, qui voulait choisir un messager rapide et performant. Donc il a organisé une première course, la première course qu'on peut nommer trail, en montagne sous ces terres. Et le gagnant est devenu son messager. Par la suite, cette information a été dans toute l'Écosse et ils ont commencé dans l'heure des fêtes à vraiment faire des trails un peu partout. Et jusqu'au 19e siècle, l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre faisaient des trails couramment de manière au niveau des jeux entre communes et tout. Et c'est en 1970 avec l'influence du jogging bien sûr où les gens commençaient à courir hors stade que le trail a pris ses lettres de noblesse. C'est-à-dire en 1977, exactement avec le Western State Endurance Run, le WS100, qui était d'une distance de 160 km. Et c'était vraiment l'une des premières épreuve de trail. Ensuite, en 1986, avec le Marathon des Sables, une distance de 260 km, et ça se situe au Maroc. Et là, au départ, c'était la première édition, il n'y avait eu que 23 participants. Maintenant, tous les années, ça augmente de plus en plus jusqu'à avoir plus de 1000 participants. Il faut savoir que le principe du trail, en général, c'est de courir. Il n'y a pas d'étape, donc le chronomètre ne s'arrête pas. C'est non-stop. Wow. Donc ça peut être sur une journée, selon la distance, ça peut être sur 2 jours, ça peut être sur 3 jours. Comme je disais, c'est non-stop, donc il n'y a que des petites pauses au point de ravitaillement de 10, 15, 20 minutes si la personne veut dormir pendant ce laps de temps, et après il repart. Et de plus, ils peuvent être ravitaillés, oui, mais il y a d'autres organismes qui préconisent l'autosuffisance, c'est-à-dire que la personne part avec son sac à dos, avec tout son équipement. D'ailleurs, je montre des photos d'équipement. Oui. Tout son équipement, son eau, ses boissons énergétiques, et il se ravitaille en chemin, comme ça. Et il y a un repas chaud qui lui est proposé à l'arrivée. Donc voilà, donc il faut savoir aussi que même dans les pactages qu'on voit là, moi je dis pactage vu le sac et les trucs, ils sont susceptibles d'être toujours contrôlés parce que maintenant il y a la lutte contre le dopage, donc on les gens peuvent se doper pour parce que même s'il n'y a pas de prix, parce que le trail en lui-même n'est pas primé comme les autres courses où il y a de l'argent, c'est vraiment symbolique et les gens courent pour le plaisir, mais le fait d'être finisher comme je montrais là permet d'être classé pour pouvoir courir d'autres trails un peu plus importants et plus ardus. Donc l'important c'est de finir dans les temps et d'être finisher, c'est pas de faire peut-être le meilleur temps mais de finir dans les temps. Donc c'est très important, donc ils seront tentés aussi de se doper. Donc j'ai découvert ce sport grâce à l'association Céréales qui est au Lamentin. Son président, cette association existe depuis 1989 et son président actuel Jean-René Combe l'est depuis 2009. D'ailleurs, on peut joindre cette association au 06 90 23 44 32. 06 90 23 44 32 ou bien aller sur son site associationcéréales.com ou le joindre par mail céréalesgp@yahoo.fr. Il faut savoir que cette association, à part de faire le trail, mais le trail on ne peut pas y commencer comme ça, c'est un sport très ardu, donc ils font déjà des marches, ils font des marches sportives, tout avec entraînement au stade du Lamentin. Et sinon, à part ça, ils ont des activités un peu plus ludiques. Donc, derrière moi, ils ont une pièce de théâtre qui s'appelle Technicienne de surface, qui joue à la mairie des Abîmes. Donc, vraiment, c'est une association très dynamique et qui veut vraiment aider la jeunesse lamantinoise et toutes les personnes. D'ailleurs, ils ont à peu près 111 adhérents. Et ils sont très dynamiques. Et vous les connaissez ?
Et je les connais, j'ai fait leur rencontre. Surtout avec leur t-shirt que vous avez gardé en souvenir. Oui, en souvenir. Et voilà, quand même, je suis fière. Et là, ça me donne envie d'aller faire du trail. Mais avant, j'ai commencé quand même par la course rapide. Oui, vous entraînez un peu avant. Non, mais pourquoi ce mépris? Vous ne m'avez jamais vu courir. Vous ne m'avez jamais vu courir. Sait-on jamais que je cours même plus vite que vous? Sans doute, oui. Ça dépend sur quelle distance. Bien, alors, un dernier mot avant de vous passer le dernier mot, c'est un grand coucou aux membres de Céréales. Donc, je les salue bien. Et merci encore pour leur accueil. Et je voudrais remercier mes différents sponsors. Florence Barba pour la mise en beauté, bien sûr. Que serais-je sans elle? Donc, vous pouvez la joindre au 06 90 19 84 40. Oui. 06 90 19 84 40. Et je voudrais aussi citer Kafka Énergie. Vite. Oui, je me presse. Oui. Kafka Énergie qui organise une formation de permis poids lourd et surtout de leur stage de FCO marchandises du 24 mai au 31 mai de 7h à 14h30. Donc ça concerne toutes les personnes qui sont en reconversion ou en recherche d'emploi. Vous pouvez les joindre au 0590 93 63 11, 0590 93 63 11 ou aller sur kafkaenergie@orange.fr. Merci. 13h48, la suite du journal avec Mendy avant de retrouver Martine et sa chronique culturelle. Des choses à échanger ou à vendre, des difficultés à s'en débarrasser, eh bien la ville de Morne-à-l'Eau proposait un marché aux puces, de quoi animer le territoire et donner donc vie à la place Gerty-Archimède. Un reportage qu'on regarde tout de suite signé Michel Terrasse. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette deuxième édition du marché aux puces de Morne-à-l'Eau organisée par la ville. Et je peux vous assurer aujourd'hui, c'est un franc succès par rapport à la première qui était déjà un succès, mais là c'est encore un franc succès. Les gens adhèrent, ils ont compris, les Guadeloupéens ont compris maintenant que le marché aux puces est porteur d'emploi et porteur aussi de finances pour ceux qui n'aiment pas jeter. C'est pour ceux qui pensent qu'il faut donner une deuxième vie à tout ce qu'ils ont chez eux. Nous demandons à tout un chacun de maintenir dans leur calendrier le 4e dimanche du mois. La date peut changer, mais toujours vous renseigner auprès du service culturel ou développement durable, de façon à savoir quand est-ce qu'il y aura le prochain marché. Aujourd'hui, dimanche, je suis sur la plage Gerty-Archimède à Morne-à-l'Eau, dans le cadre du marché aux puces. Alors, je commence par féliciter la municipalité, le maire de prendre cette initiative, parce qu'il y a longtemps qu'on voudrait de ça. C'est la deuxième édition et c'est une très très bonne initiative. Donc moi, je suis là aujourd'hui, pourquoi pas, hein? Donc je donne, je vends, j'essaie de contribuer à de bonnes actions dans ce cadre-là. Nous avons souhaité que vous mettez plus de publicité encore dans ce rond-point-là, déclarer ça dans ce rond-point à Cabla, dans un point à Faustin-Fleurette, et pour que ça puisse ramener encore plus de monde. Je là, moi, emmener tout ce qui est outillage des jardins, crin, c'est métier en moins, crin, tête à débroussailleuse, bougie à débroussailleuse, un peu de bricolage, tout ça. Et emmener un peu mica, comme c'est vacances, et bitin, pour mon avoir ça à faire. Et le Rotary Club organise donc le 7 mai prochain la 3e édition du Rotary Golf Tour qui se déroulera donc sur le parcours du golfe de Saint-François. Plus d'une centaine de participants sont attendus pour disputer un tournoi qui s'inscrit maintenant dans le cadre d'une action forte en faveur de la lutte contre la drépanocytose des enfants et des familles qui sont aujourd'hui en grande souffrance devant cette maladie dont on sait qu'elle connaît une forte prévalence donc dans nos populations. On regarde ce reportage signé Michel Héraclide. Partie d'un constat. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle a une forte prévalence sous nos latitudes. Elle touche un grand nombre d'enfants. Et nous avons aujourd'hui pour objectif avec le Rotary Club d'accompagner ces enfants dans la lutte contre leur maladie et d'accompagner également les associations qui sont porteuses de projets pour, on va dire, favoriser ce combat au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous organisons maintenant chaque année depuis 3 ans, c'est la 3e édition, le
Rotary Golf Tour destiné à récolter un maximum de fonds pour ensuite les reverser aux associations. Une particularité, c'est que nous suivons jusqu'au bout les projets qui sont mis en place par ces associations. Il y a donc une transparence sur la mise en place de ces projets, ce qui est aussi important pour nous et pour savoir aussi que les enfants drépanocytaires sont suivis jusqu'au bout dans cette perspective. Le Rotary a décidé de s'attaquer à une très grande cause, celle de la drépanocytose. C'est une maladie qui est grave, qui touche nos populations locales avec beaucoup de violence, puisque nous avons beaucoup de notre jeunesse qui souffre de cette maladie. Le Rotary a aussi choisi d'associer le sport, en l'occurrence le golf, avec la compétition du 7 mai pour tout public, enfants, adultes, seniors, de s'associer les chefs d'entreprise et de s'associer aussi les particuliers. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité, une très belle opportunité d'associer bien évidemment les valeurs de l'entreprise, les valeurs d'entraide, de solidarité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chefs d'entreprise portent leur contribution au Rotary. C'est aussi l'occasion de magnifier les valeurs du sport, puisque c'est au Golf International de Saint-François le 7 mai que la manifestation va se dérouler. Et à cette occasion, le plus large public est invité. Bien évidemment, tout le monde n'est pas golfeur, mais c'est l'occasion de découvrir le golf, c'est l'occasion de découvrir les Rotariens et leurs actions, c'est l'occasion aussi de côtoyer les chefs d'entreprise et les personnes du grand public qui portent leur contribution à ces grandes causes. C'est l'occasion. Voilà, il est 13h53, la culture selon Martine, tout de suite générique, c'est parti. Le soleil lève le matin à ta dans ciel là, que tous tes oiseaux en gueté parce que y'ont content, moi quand m'était comme ma prière la divinité. Salut à tout le monde, bien bonjour à nos auditeurs de RHT et puis surtout aux auditeurs, aux téléspectateurs de ZCL. Alors je vous préviens tout de suite, on m'a sabré, j'ai pas le temps, donc je vais vous faire une chronique très courte. Et la prochaine fois je viens avec une pancarte, mais libérez la parole à ZCL, ça sera ma pancarte et ma revendication. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine et qu'elle se terminera bien, en tout cas en comptant vos autres. Alors comme j'ai dit que je faisais court, je vais tout de suite parler d'un big event, donc vous avez déjà entendu parler très certainement. Il s'agit des toutes premières assises de la famille qui sont officiellement lancées depuis le 2 mai. Et qui se tiendront donc pendant 9 mois, une grossesse. Nous verrons de quoi elle accouche, ces assises. Mais en tout cas, il est question de famille, il est question de prendre en charge nos jeunes et de voir avec le conseil départemental, puisque ça a été lancé par Madame Borel l'incertain hier en grande pompe, elle était dans des belles chaussures aussi, eh bien ça a été lancé avec donc un calendrier extrêmement serré, avec des partenaires que sont bien sûr la CAF, les allocations familiales, l'UDAF, l'Union départementale d'associations des familles, CGSS, Sécurité sociale, l'ARS, j'en passe encore. Alors, quelques premières dates. Le 29 avril, ça sera à Sainte-Anne, c'est fait. Le 20 mai à Morne-à-l'Eau, le 7 juin à Capesterre-Belle, le 1er juillet à Bémao et le 16 septembre à Petit-Canal, Port-Louis et Anse-Bertrand. Donc, vous aurez compris que c'est jusqu'au mois de décembre. Je vous donnerai les nouvelles dates. On reviendra sur cet événement qui va parler de la politique des familles, des rencontres territoriales qui permettront vraiment d'aller chercher dans le cœur même des sujets pourquoi ça va mal en Guadeloupe avec les familles. Et j'en profite pour faire un petit pont tout de suite. C'est pas copier-coller, mais il se trouve que la fête de l'étincelle cette année, qui aura lieu du 23 au 25 du mois de juin, toujours à Galba, eh bien, va parler de fosse à Guadeloupe, c'est fosse en famille. Et donc, c'est un sujet qui est d'actualité, qu'ils ont pensé depuis déjà de nombreux mois et qui finalement se retrouve avec pratiquement à la même période celui du département. C'est très bien parce que ça veut dire que nous nous préoccupons tous de la même chose et qu'il y a un véritable problème dont il faut prendre conscience, en accord avec votre toutes. Voilà, alors mon deuxième sujet, et ça sera sans doute le second et deuxième, je vais à nouveau parler de tendance, mais oui, parce que je n'aurai pas le temps de faire un agenda et pas garder moins comme ça, Danick, parce que de toute façon, tu sais bien que le temps est compté. Alors, je vais parler de tendance. La semaine dernière, je ne dis rien, je réponds pas aujourd'hui. Tu fais bien, tu fais bien. La semaine dernière, je vous ai parlé donc des tendances culinaires et des aliments qui en ce moment ont la cote dans avec les foodestas, donc les gens qui aiment bien manger, qui font attention à leur santé, le ESLI. Eh bien, donc cette semaine, j'ai envie de vous parler des régimes mais très particuliers. Il est végétalien, il est végétarien, il est vegan. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait?
Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Tu me rouvriras la fiche. Alors, j'aurai sans doute pas le temps de revenir dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces 3 types de régimes, il y a quelque chose qui les différencie. Je reviendrai dessus. Voilà, ce petit panneau vous permettait de faire le point sur ces différents régimes. Par exemple, le végétarisme, où on ne mange aucune viande, absolument rien, ni œufs, ni fromage. Tout ce qui est de l'animal, on ne le mange pas. Le végétarisme, on mange les œufs, et le fromage. Mais le végétalisme, rien, que des légumes. Et le vegan, à présent, le véganisme qui est en train de monter, donc je ferai vraiment une émission, un sujet là-dessus. C'est passionnant parce que quand tu vas chercher un petit peu ce que contient le vegan, ça va vraiment jusqu'au boutisme, à savoir entre les aliments que sont ceux qui sont les légumes qu'on consomme, mais aussi c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, et puis même les fourmis qui traînent chez toi, si tu es vraiment vegan, tu les écrases pas, tu essayes de trouver une solution pour les faire sortir, mais ou pas écraser yo. Donc comme j'ai pas beaucoup de temps, je vous le répète, je reviendrai sur ces sujets-là parce qu'ils sont passionnants. Je me suis documentée là-dessus. Et un 3e régime dont on reparlera aussi, le régime sans gluten. De plus en plus de personnes, 3% de la population française est aujourd'hui, consomme un régime sans gluten. Qu'est-ce que c'est? Le gluten, on y reviendra, il y en a dans le pain. Il y en a donc dans toutes les céréales, dans beaucoup de céréales, pas dans certaines. Le son, par exemple, la farine qu'on trouve ici, notre farine de fruits d'apin, il n'y en a pas. Donc voilà, on a certains légumes, certains fruits qui sont extrêmement recommandés dans ces cas-là et qui, plus est, apportent beaucoup de bien-être, puisque certaines personnes ont fait l'expérience maintenant qu'en réduisant le gluten, en le faisant disparaître, ils perdaient également du poids, ils avaient une alimentation qui était plus saine, donc un estomac beaucoup plus résistant, et donc un mieux-être qui apparaissait de manière tout à fait naturelle et sans faire un véritable régime. En certains, ça a intéressé les autres parce que pour entrer à notre maillot de bain à 2 pièces tout à l'heure, les autres qui pètent des 3 kilos. D'ailleurs, j'ai commencé. Alors donc, par conséquent, je reviendrai dessus, je vous donnerai des régimes promis, jurés. Et puis comme j'avais envie de parler d'un super aliment, ça sera celui des graines de chanvre. Je suis obligée de revenir dessus également. Donc, nous ne querrons pas les semaines prochaines des mêmes bitins là, mais en cas espéré, en cas n'y un plus temps. Voilà, que vous dire encore? L'agenda. Vous avez envie de rire? Allez, oui, un petit agenda, Comique Créole Show et les amis. Ça, c'est à l'instant discothèque. Et c'est ce soir, vous avez encore le temps d'y aller. Allez, ric, crac, crac, crac. Parce qu'alors là, quand vous les voyez, les comiques, ils ne sont pas seulement créoles, ils sont chauds aussi. Donc, le Comique Créole Show, c'est sur beaux amis. Je vous fais un petit coucou. Et allez les voir. C'est 10 € en pré-vente, 15 € sur place. Voilà, les tickets sont en vente au marché conseil, aux abîmes, et etc. Ensuite, on va pas aller trop vite. Eh bien, c'est normal. Parce que mon bon copain, c'est Patrick Parole. Haha, tu ne t'y attendais pas à celle-là. Concert de Patrick Parole et c'est le 6 mai à la Créole Beach. Patrick, salut aussi. Alors, amateur de zouk, compas, etc. Ah ouais, Patrick, et franchement, ça cartonne. J'ai déjà dansé sur sa musique et il faut y aller. Et enfin, un dernier, ça c'est pour les enfants. Le Kids, il est de retour, vous le savez. Si vous n'avez pas pris vos tickets, il en reste un tout petit peu. Les Kids United reviennent, c'est le 7 mai, toujours au Palais des Congrès, Palais des Sports, mais je veux dire Palais des Congrès, tout le monde comprendra de où il s'agit. Alors donc, mais ce sont les dernières places, hein. Après vous serez sur les strapontins, voire au sol, et peut-être même refoulés dehors. Donc allez-y, c'est un véritable carton ces enfants-là. Et puis la dernière chose, je crois que vous avez vu la petite affiche avec la séance de cinéma que je recommande. Eh ben, c'est le boss. Le boss, c'est un bébé. Et ça, il faut aller voir ça parce que c'est très rigolo. Et pour ça, je vous offre 2 places. Je sais que j'en dois des places, mais elles ne sont pas perdues. C'est parce que je n'ai pas reçu les tickets à temps. Mais là, ça y est, je les ai. Donc, les personnes à qui j'ai promis des places, eh bien, vous pouvez me réécrire, m'envoyer votre texto. Je vous envoie vos places, c'est promis. Et aujourd'hui, il y en a 2. Les premiers qui m'appellent au 13 70 73. Voilà. Merci. Voilà, il est 14h01. Martine a tenu son pari de faire bien vite et court. Ouais. Et on la retrouve la semaine prochaine avec un petit peu plus de temps. Yes, sure. La revendication a été acceptée. Il est 14h01. J'avais menacé de faire grave la dernière fois. Je n'ai pas eu plus de temps. Mais comme il s'agissait d'un trail, donc on est allé vite. En tout cas, la réalisation, c'était Zébris. Je vous rappelle simplement qu'on se retrouve demain à la même heure, 2h30 jusqu'à 14h, ensemble. C'est que la veille à élection à You, la veille à élection à You. Et on en parlera probablement demain dans le journal. Allez, c'est fini. On emballe tout et on se retrouve demain à 12h30 avec l'équipe habituelle et en direct de RHT et bien sûr de Canal 10. C'est fini. Ciao, ciao.